Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'équipe Port des Chambres d'agriculture de Bretagne. Donc ce webinaire aujourd'hui va porter sur la production de porc biologique et va être réalisé par Nicolas Kolitchev. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de la présentation et Nicolas se fera un plaisir d'y répondre. Donc Nicolas, je te laisse la main. Merci Constance. Donc, bienvenue à tous pour parler de la thématique de la production de porc biologique. Donc, moi, je suis Nicolas Kolitchev, je travaille dans l'équipe porc des Chambres d'agriculture de Bretagne et en particulier sur la thématique du porc biologique et des pratiques alternatives en production porcine. Pour démarrer, donc, au niveau de l'agriculture biologique, un petit point historique. Donc, la première réglementation européenne sur les productions animales date de 2009 et la dernière parution en date est de janvier 2022. Donc, c'est celle qui nous intéressera aujourd'hui. Pour ce qui est des logos que vous avez l'habitude de voir sur les étiquettes ou les emballages, le premier logo AB Agriculture biologique date de 1985. Et l'Eurofeuille, qui est maintenant le sigle strictement autorisé, date de 2010. Au niveau de la conjoncture, donc en 2002 en France, on a un petit peu moins de 3 millions d'hectares certifiés en bio. Pour ce qui est de la Bretagne, on approche les 170 000 hectares de surface cultivée en bio, ce qui représente un petit peu plus de 10% des surfaces, de la surface totale agricole de la région et à la fois de l'État français. Et pour ce qui est du nombre de fermes, on atteint 60 000 fermes en France et 4 000 en Bretagne. Au niveau de la production porcine, le cheptel de truies biologiques en Bretagne a atteint un plafond en 2021 avec 3 883 truies présentes en élevage. Voilà. On a connu une forte progression entre les années 2017 et 2020, où on est passé donc de 1500 truies à plus de 3500. Et il faut noter tout de même que la Bretagne n'est pas la première productrice, la première région productrice de porc bio en France. C'est la Nouvelle-Aquitaine qui est la première région avec 5 881 truies présentes. Au niveau de la production totale, au niveau national, nous avons plus de 19 000 truies en certifié bio, pour un total de production de porc charcutier bio d'environ 200 000 porcs charcutiers par an, ce qui équivaut à un volume équivalent à 23 652 tonnes équivalent carcasse. Il faut savoir que depuis 2 ans, la production diminue. Donc la production porcine est symbolisée sur ce diagramme par le bâton marron foncé. Et donc en 2022, on a connu une baisse de production de 15%. Les deux seules catégories en bio qui ont progressé en 2022 sont le vin, le cidre et la bière. Voilà, qui sont 2 catégories qui s'en sortent par rapport au reste de la conjoncture en bio. Donc, comme je le disais tout à l'heure, entre 2017 et 2020, on a connu une forte progression de la demande et donc une augmentation du cheptel porcin bio en France de plus de 30% par an. Mais depuis 2022, une diminution de la consommation de l'ordre de 40% fait baisser la production nettement, les abattages et met les éleveurs en difficulté. Pour ce qui est des références tarifaires, le porc charcutier bio se vend autour de 3,50 € jusqu'à 3,80 € du kilo. Et le prix d'un porcelet au sevrage qui fait 10 à 12 kg se négocie entre 80 et 100 €. La courbe du prix de l'aliment, donc d'après une source IFIP, a connu un énorme pic au deuxième trimestre 2022, donc avec une hausse importante. Mais depuis, voilà, la diminution du prix de l'aliment bio diminue malheureusement en même temps que la production.
Donc, en ce qui concerne les caractéristiques principales de notre production, au niveau alimentation, l'aliment doit être obligatoirement d'origine biologique et à 100 de la ration, sauf pour les porcelets de moins de 35 kilos. Alors, il faut savoir qu'en porc bio, un un animal qui fait moins de 35 kilos est considéré comme un porcelet et pour eux, on a, l'autorisation d'utiliser 5 de matières premières non bio. Cependant, il faut, au minimum, pouvoir, produire 30 de l'aliment qui est consommé, sur son exploitation, sur le site. Ça veut dire en réalité que, si on consomme, heu, 100 tonnes d'aliments, on doit être, capable d'en produire 30. Selon les groupements, cette proportion peut être, revue à la hausse jusqu'à ça peut aller à 50 jusqu'à 100 d'autonomie sur la ferme. Et ça fait partie du cahier des charges de chaque groupement, mais les 30 minimum sont dans le cahier des charges de l'agriculture biologique européenne. En ce qui concerne les sanitaires et les gestions des pathologies, on a les mêmes problématiques en porc bio qu'en porc conventionnel, mais on a le recours aux injectables et aux produits allopathiques qui sont très restreints. Sur la vie d'un charcutier, un seul traitement à base de produits allopathiques, comme les antibiotiques par exemple. Et pour les truies, on n'a pas le droit de dépasser plus de 3 injections ou 3 traitements allopathiques par an. Bien sûr, ces traitements sont soumis à prescription vétérinaire et si jamais, une pathologie nécessite, de traiter au-delà de ces normes, les animaux sont déclassés pendant 6 mois, ce qui peut poser des problèmes, par exemple pour charcutier. En revanche, on peut utiliser sans restriction les vaccins, les antiparasitaires, sous réserve de faire intervenir un vétérinaire et de faire la preuve qu'il y a présence de parasites sur ces animaux. Et les antiseptiques externes sont aussi autorisés du moment qu'ils sont utilisables en agriculture biologique et qu'ils disposent d'un AMM. Pour ce qui est de la castration, les anesthésiques et analgésiques ne sont pas considérés comme des traitements supplémentaires. Au niveau du bâtiment et des contraintes, la réglementation biologique impose à tous les animaux et à tous les éleveurs de proposer un accès à un espace extérieur qui est obligatoire. L'espace extérieur, lorsqu'on est en bâtiment, peut être partiellement couvert, comme on le voit sur la photo de gauche, où la couverture ne va pas jusqu'au fond de la courette détruite, mais il doit être ouvert sur 3 côtés. Donc en face, sur le côté gauche et sur le côté droit, obligatoirement ouvert. Les systèmes de logement peuvent aussi être en plein air intégral, comme sur la photo de droite avec la truie et ses porcelets. Mais il faudra faire très attention aux normes de biosécurité pour ne pas que les cochons et les animaux d'élevage entrent en contact avec des suidés sauvages, comme les sangliers, pour se protéger de différentes maladies qui peuvent impacter les troupeaux en France et en Europe. Donc voilà ici, une présentation sur la photo de gauche, par exemple, une couverture qui va jusqu'au bout de la courette, mais par contre avec des puits de lumière, en fait, des ouvertures, dans la toiture qui représentent le pourcentage nécessaire. Donc ici 10 de découverture, donc qui est la réglementation en vigueur pour les bâtiments qui ont été construits avant le 1er janvier 2022. Et sur la droite, une case d'engraissement classique avec une partie intérieure et une partie courette extérieure qu'on devine au fond de la photo. Au niveau du bâtiment et des contraintes, pour le plein air intégral, on est contraint de donc respecter un chargement de 74 porcelets par hectare et par an, ou de 6,5 truies reproductrices par hectare et par an, ou bien de 14 porcs à l'engraissement par hectare et par an. Bien sûr, par exemple, pour le dernier exemple, on peut avoir 28 porcs en engraissement sur 1 hectare pendant 6 mois et 0 pendant le reste de l'année. Ça convient parfaitement. Au niveau du bâtiment, toujours les superficies,
par animal sont doublés, voire triplés par rapport à un élevage conventionnel classique. Donc ici, par exemple, pour une truie allaitante avec ses porcelets, on a la dimension légale d'une case est de 10 mètres carrés minimum par truie, répartie telle que 7,5 mètres carrés en intérieur et 2,5 mètres carrés minimum en extérieur. Et pour les porcs charcutiers qui dépassent 110 kg, la réglementation impose de proposer 2,7 mètres carrés par porc charcutier, donc avec 1 mètre carré 50 en intérieur et 1,2 mètre carré en extérieur. La particularité du bâtiment bio, en plus des superficies et de l'accès à l'extérieur, c'est de ne pas disposer de plus de 50% de caillebotis sur la surface totale en intérieur et 50% sur la surface totale en extérieur. Si une partie n'est pas en caillebotis, c'est souvent une partie qui est en dur, donc sur une dalle ou sur la terre, avec litière de paille ou de toute autre litière sur la partie pleine. Au niveau de la conduite en maternité, donc on a des cases de maternité de 10 mètres carrés comme on vient de le voir, avec une partie intérieure et une partie extérieure. Les truies peuvent être bloquées pendant 8 jours maximum au moment de la mise bas, puis libérées ensuite. Bien souvent, les éleveurs libèrent leurs truies avant cette date des 8 jours. Le sevrage ne peut pas intervenir avant 42 jours d'allaitement. L'immunocastration, le meulage de dents et la coupe des queues sont formellement interdits en agriculture biologique. Ici, un exemple de courette extérieure de maternité. Donc voilà, on voit que le toit ne va pas jusqu'au bout de la courette et que chaque animal a une superficie suffisante voilà, pour ses besoins naturels. Au niveau des résultats techniques, en maternité, donc on sèvre en moyenne entre 11 et 12 porcelets sevrés par truie. Donc voilà, cela dépend du mode de logement et des conditions d'élevage. Le poids des porcelets au sevrage se situe entre 10 et 12 kg. Donc comme on peut le voir sur la photo de droite, des porcelets en post-sevrage en parfaite santé. L'âge à 115 kg se situe aux alentours de 180 à 210 jours, là aussi selon le logement, mais aussi selon la génétique choisie et par l'élevage et le type d'alimentation choisi. On a un indice de consommation qui est souvent compris entre 3 et 3,5 et des conduites qui sont le plus souvent en bande, en conduite en 3, 4, 7 ou 8 bandes. Alors ça, le choix de la conduite, ce sera en fonction du débouché. Si on est en circuit long, on va chercher à avoir plutôt des grands lots à faire partir, donc on va être plutôt en 3 ou 4 bandes. Si on est plutôt en circuit court ou avec de la vente directe, on va chercher à avoir plutôt un apport régulier de porc pour l'abattage, et donc on va multiplier le nombre de bandes, donc être plus proche de 7 ou de 8 bandes. En Bretagne, la taille des élevages est très large et se situe entre 5 et 350 truies par élevage. On peut noter aussi que la consommation moyenne d'une truie et de sa suite par an se situe aux alentours de 8 tonnes d'aliments par truie et par an. Au niveau de la génétique, les mêmes schémas conventionnels sont utilisés en bio, donc avec une souche large white landrace classique. Cependant, au niveau du renouvellement, l'achat de cochettes ne doit pas dépasser 20% du cheptel global, même si les cochettes sont d'origine agriculture biologique. On sait que souvent le taux de renouvellement en cheptel porcin est autour de 40%, voire 43%, donc le recours à l'autorenouvellement devient impératif. Majoritairement, les éleveurs choisissent le croisement alternatif et plus rarement d'avoir un troupeau de GP de race pure sur l'élevage pour faire de l'autorenouvellement sur site. Les IA sont bien sûr autorisées, tout comme la CI naturelle. Cependant, il est interdit d'utiliser des hormones de synthèse sur ces animaux en bio, et donc la synchronisation des chaleurs devient plus compliquée, surtout lorsqu'on veut intégrer des cochettes au troupeau. Et donc, pas d'hormones de synthèse pour les cycler. Donc les éleveurs ont recours à des stratégies différentes, des stress des animaux, des flushing, des apports de sucre ou de matières premières
Voilà, pour inciter les cochettes à venir en chaleur. Voilà. Au niveau de la structuration de la filière, donc les suivis et les contrôles sont bien sûr assurés par l'INAO. Donc, l'INAO, comme son nom l'indique, c'est l'Institut national de l'origine et de la qualité. Et donc, cet organisme gère le label agriculture biologique, mais aussi les labels rouges AOC, AOP, IGP. Et ce sont les organismes certificateurs qui sont chargés de réaliser les contrôles en élevage pour assurer les certifications de tous les éleveurs. Les OC interviennent au minimum une fois par an et par élevage. Ils réalisent un tour complet de l'exploitation. Ils vérifient tous les registres, toutes les factures et tous les intrants qui ont été réalisés sur cette année écoulée. Les acteurs et les groupements de la filière, donc bien sûr l'INAO, les chambres d'agriculture, donc la Chambre d'agriculture de Bretagne. On a aussi le réseau d'initiatives bio de Bretagne, IBB, le réseau GAP-FRAB, l'agence bio au niveau national qui recense toutes les pratiques et toutes les productions en bio de France, ainsi que l'Institut technique de l'agriculture biologique, Interbev et Forêt Bio, qui est un syndicat un groupement d'entreprises qui travaillent autour du bœuf. Au niveau des acteurs de la filière en porc bio, donc spécifique, on a Unebio, BVB et Biodirect qui ont une part ou une spécificité dans le porc bio. On a les filiales de la Coperle et du Goëssan qui sont très présentes et quelques autres groupements qui interviennent aussi dans cette filière. Enfin, pour clôturer cette présentation, je vais vous présenter une étude qui a été réalisée en 2021 sur le temps de travail en agriculture biologique. Et donc, avec des chiffres assez parlants, 50% du temps de travail est consacré à l'alimentation, 9% du temps de travail est consacré à la reproduction et au MISPA, 7% au transfert des animaux, au tri, au pesée et aux soins, 22%, donc là c'est aussi une grosse part du travail consacré au paillage, au curage, au lavage et à la désinfection des locaux. Et 11% pour le reste, donc le suivi, le côté administratif. Au niveau des comparaisons, par rapport à un élevage plein air, va passer 63 heures pour 37 truies par semaine. Et en bâtiment, on va passer seulement 33 heures pour 67 truies. Donc on voit que les chiffres sont totalement inversés en fonction du nombre de truies, si on est en plein air ou en bâtiment. Et tous élevages confondus, la moyenne est de 38 heures par semaine pour 56 truies. Voilà, donc ça c'est une enquête de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne qui date de 2021 et qui a été menée sur 20 élevages bretons. Et donc ici, une comparaison, voilà, pour donner un ordre d'idée de la différence de temps de travail entre le plein air et le bâtiment. Et donc on voit que pour le double de truie en bâtiment, on met 2 fois moins d'heures. Voilà pour ma présentation. Je vous mets en fond d'écran une des campagnes de l'agence bio qui est faite pour relancer un peu la consommation des produits bio en France. Et je vous laisse me poser des questions si vous en avez. Merci pour votre attention. Merci Nicolas pour cette présentation. Alors moi, effectivement, j'avais une question. Quand tu parlais des traitements antibiotiques sur les animaux, donc au bout de 3 traitements sur une truie par an, celle-ci est déclassée. Oui. Je me demandais si également les porcelets issus de cette truie étaient déclassés ou pas? Alors, ça dépend si elle va être en phase d'allaitement ou pas. Normalement, ils sont déclassés que si elle est gestante. D'accord. OK, très bien. Et en termes de techniques alternatives à l'allopathie, est-ce que tu sais si des éleveurs en utilisent ou pas? Au niveau des alternatives, oui, il y a des produits qui existent à base de plantes, donc phytothérapie, aromathérapie, donc huile essentielle et homéopathie. Il est possible aussi de suivre, par exemple, des journées de formation, donc qui sont disposées par la chambre et qui expliquent aussi un peu les mécanismes des plantes et qui proposent aussi aux éleveurs de s'initier en fait
l'utilisation, de plantes, fraîches ou séchées pour améliorer l'immunité de leurs troupeaux. OK. Et est-ce qu'il y a d'autres formations également, proposées à la chambre, pour les éleveurs de porcs bio? Oui, tout à fait, oui. Donc il y a des formations, notamment sur l'alimentation ou la fabrication d'aliments à la ferme, sur les matières premières et le stockage, des grains, mais aussi, des formations sur la conduite d'élevage à proprement parler et des formations qui sont dispensées par, nos équipes, circuits courts sur la transformation, voilà de viande, la vente à la ferme et la communication auprès de futurs clients. OK. Bon, bah, de mon côté, j'ai pas d'autres questions, donc bah, je vais te remercier à nouveau et vous donner rendez-vous pour le prochain webinaire le mois prochain.